Je me souviens exactement du moment où j'ai réalisé que je travaillais non pas pour construire mon propre avenir, mais pour financer la vie luxueuse de mes beaux-parents. Je fixais l'écran de mon téléphone portable à 3h27 du matin, voyant 1 000 $ disparaître de notre compte en banque, de l'argent que j'avais économisé en faisant des heures supplémentaires pendant des mois. De l'argent qui était censé servir à rembourser nos dettes. De l'argent que mon propre mari avait transféré à ses parents sans même me consulter. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'envisagerais d'ouvrir un compte bancaire secret pour me protéger de la personne que j'ai promis d'aimer toute ma vie. Mais lorsque vous découvrez que votre partenaire sabote silencieusement votre avenir financier, il faut savoir faire la part des choses. Marcus et moi sommes ensemble depuis 9 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un festival de musique alors que nous avions une vingtaine d'années, lui avec sa guitare et son sourire facile, moi fraîchement diplômée et débutant ma carrière en tant que chef de projet. Notre relation a toujours eu un équilibre particulier. Il était le rêveur créatif, j'étais le pragmatique qui s'assurait que les factures étaient payées. Cette dynamique nous convenait, du moins au début. « Marcus, as-tu transféré 1 000 $ à tes parents ?» ai-je demandé ce matin-là, ma voix tremblant entre la colère et l'incrédulité. Il s'est retourné dans son lit, le visage partiellement éclairé par la lumière de son téléphone portable. « Ils en avaient besoin pour réparer le toit », a-t-il marmonné, comme s'il commentait le temps qu'il faisait. « Nous le récupérerons bientôt. » Comme les 10 000 $ que vous avez empruntés l'année dernière ? Ou les 700 $ du mois dernier, ai-je rétorqué, sentant mon pouce accélérer. De l'argent qui n'est jamais revenu. Marcus soupire, comme si j'étais déraisonnable. Ce sont mes parents, Sarah. Que voulais-tu que je fasse ? Peut-être me consulter avant de leur donner notre argent ? Peut-être me rappeler que nous avons encore une dette de 50 000 $ à cause de ton accident ? Les choses n'ont pas toujours été ainsi. Les premières années, nous vivions confortablement avec nos 2 revenus. Marcus travaillait comme producteur de musique dans un studio local, tandis que je construisais ma carrière. Lorsque ses parents, Richard et Gwen, empruntaient de temps en temps de l'argent, cela semblait anodin. 2 cents $ par-ci, 3 cents $ par-là, en promettant toujours de rembourser le mois suivant. Puis, il y a 4 ans, tout a changé. Marcus a été victime d'un grave accident de voiture qui a définitivement compromis sa mobilité. Il ne pouvait plus travailler. Nous nous sommes battus pendant 4 ans avant que ses prestations d'invalidité ne soient finalement approuvées. Pendant ce temps, nous avons vu nos économies s'évaporer et nos dettes augmenter. J'ai commencé à travailler 60 heures par semaine, en acceptant des projets secondaires, juste pour rester à flot. Ce que Marcus n'a jamais compris, c'est la pression écrasante que j'ai ressentie pendant cette période. Je passais des nuits blanches à m'inquiéter des factures, j'étais constamment stressée, je passais des heures loin de chez moi. Aussi, lorsqu'il a finalement reçu son indemnité d'invalidité rétroactive, une somme considérable, j'ai espéré que nous pourrions enfin respirer. J'ai demandé à l'époque, j'ai juste besoin que tu rembourses ta voiture et que tu mettes de l'argent de côté. Il a accepté avec enthousiasme. Des promesses qui se sont révélées vaines lorsque j'ai découvert, quelques semaines plus tard, qu'une grande partie de l'argent avait servi à acheter un nouveau système d'irrigation pour le jardin de ses parents et à réaménager leur cuisine. Ils m'ont aidé quand j'étais à l'hôpital, s'est-il justifié. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que j'avais secrètement commencé à mettre de l'argent de côté. De petites sommes prélevées sur chaque salaire, cachées dans une application dont il ignorait l'existence. C'était mon filet de sécurité, mon plan d'évacuation en cas de besoin. Lorsqu'il a volé 700 $ de ses économies secrètes, de l'argent que je ne savais même pas qu'il avait découvert, quelque chose s'est brisé en moi. En observant son visage dans l'obscurité de ce petit matin, j'ai compris que je n'avais pas affaire à une générosité excessive, mais à une trahison délibérée. Il avait fouillé dans mon téléphone portable, découvert mon compte secret et pris délibérément l'argent qu'il savait que j'économisais. Il m'a dit d'un ton accusateur, « Ce n'est pas juste que tu économises alors que mes parents sont dans le besoin. » C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai attendu qu'il parte en kinésithérapie. J'ai pris mes documents et je me suis rendue à la banque la plus éloignée que j'ai pu trouver. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez savoir comment j'ai réussi à protéger mes finances de cet abus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce revirement financier. Car l'histoire de la façon dont j'ai transformé cette crise en libération ne fait que commencer, et vous ne voudrez pas manquer la suite. J'avais besoin d'un plan. Je ne pouvais pas continuer dans ce cycle toxique où mon travail alimentait les caprices des parents de Marcus tandis que nos propres dettes augmentaient.
Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère financière du nom de Rachel, qui avait aidé une collègue de travail à surmonter son divorce. Je n'ai pas l'intention de divorcer, ai-je précisé lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau. J'ai juste besoin de protéger nos finances, surtout les miennes. Rachel ajuste ses lunettes et parle calmement. Ce que vous décrivez, Sarah, c'est de l'abus financier. Votre mari compromet votre avenir au profit d'un tiers, sans votre consentement. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Abus. Je n'y avais jamais pensé en ces termes, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement, notre argent était drainé pour soutenir le style de vie confortable de mes beaux-parents. Tu as vérifié ton dossier de crédit récemment ? Demande Rachel. J'ai eu mal au ventre. Je ne l'avais pas fait depuis au moins 1 an. Le rapport révélait l'existence de 3 cartes de crédit dont j'ignorais l'existence, toutes proches de la limite, avec plus de 15 000 $ de dette. La signature sur les formulaires de demande était indubitablement celle de Marcus. Il avait utilisé mon nom et mes informations personnelles pour obtenir des crédits à mes dépens. C'est de l'usurpation d'identité, souligne gravement Rachel. Même si je suis ton mari. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec une expression neutre, décidée à ne pas encore montrer mes cartes. Marcus était assis dans le salon, jouant tranquillement à des jeux vidéo comme s'il n'avait pas secrètement mis en péril notre avenir financier. « Comment s'est passée ta journée ?» lui ai-je demandé avec désinvolture, tout en commençant à planifier mentalement chaque étape de mon plan. « Tranquille. Mes parents ont appelé. Ils envisagent de partir en Floride le mois prochain. On pourrait peut-être les aider à acheter les billets ? J'ai souri, sentant ma détermination se renforcer. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Au cours des semaines suivantes, j'ai suivi méticuleusement le plan que j'avais élaboré avec Rachel. Tout d'abord, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque, où j'ai déposé mon prochain salaire. Deuxièmement, j'ai commencé à documenter chaque centime que Marcus avait prêté à ses parents au cours des dernières années. J'ai épluché les anciens relevés de compte, les courriels, les SMS, tout ce qui pouvait prouver l'existence de ces prêts. Troisièmement, j'ai déposé une plainte officielle auprès des agences de crédit au sujet des cartes frauduleuses ouvertes à mon nom. Quatrièmement, j'ai discrètement consulté un avocat spécialisé dans le droit de la famille, Alex Chen, pour comprendre mes options juridiques. Nous n'avons pas besoin de demander le divorce immédiatement, m'a expliqué Alex. Mais nous devons vous protéger juridiquement. Nous préparons tous les documents pour qu'ils soient prêts en cas de besoin. Pendant ce temps, je sauve les apparences. Quand Marcus parlait d'argent, je haussais les épaules. Lorsque ses parents ont appelé pour parler d'un nouveau problème financier urgent, j'ai dit que nous étions à l'étroit ce mois-ci. Richard et Gwen, mes beaux-parents, n'ont pas apprécié. Un après-midi, j'ai reçu un message de Gwen. « Chérie, Marcus nous a parlé de tes soucis financiers. Nous comprenons que tu sois stressée, mais nous sommes une famille. La famille s'entraide. Richard a besoin d'un nouveau dentier et nous comptons sur toi. » J'ai répondu poliment que nous ne pouvions malheureusement pas vous aider cette fois-ci. 2 heures plus tard, Marcus me fait face, furieux. « Comment as-tu pu être aussi insensible ? Ce sont mes parents. Nous croulons sous les dettes, Marcus. Ils en ont plus besoin que nous. Ils ont leur propre maison payée, 2 voitures et des économies. Nous avons 65 000 $ de dettes. » Marcus secoue la tête avec mépris. Marcus secoue la tête avec mépris. « Vous ne comprenez pas. Tu n'as jamais compris. Quand j'étais à l'hôpital, qui m'a aidé, d'après toi ? Vous étiez trop occupé à travailler. C'était un coup bas. Je travaillais pour que nous ayons un toit et de la nourriture sur la table pendant qu'il était à l'hôpital. Le lendemain, j'ai découvert que Marcus avait essayé d'accéder à mon compte de messagerie, probablement pour obtenir des informations sur mes nouveaux comptes. La notification de tentative de connexion est apparue sur mon téléphone portable. Il devenait désespéré. 2 semaines plus tard, j'ai reçu mon premier paiement après la séparation des comptes. Au lieu d'aller sur notre compte commun, il est allé directement sur mon nouveau compte privé. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que Marcus ne s'en rende compte. Entre-temps, Alex m'a aidé à préparer une proposition officielle de séparation financière. Il ne s'agissait pas encore d'un divorce, mais cette proposition définissait clairement mes responsabilités financières. Je paierais la moitié des factures du ménage et j'achèterais de la nourriture. Je devais gérer le reste de mon argent. Marcus ne se rendait toujours pas compte de la gravité de la situation.
Il pensait que je ne faisais qu'une « crise passagère » et que je recommencerais bientôt à lui laisser le contrôle de nos finances. Son arrogance m'a donné la force de poursuivre mon plan. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai reçu un appel de Rachel. « Sarah, nous avons réussi. Les agences de crédit ont retiré les cartes frauduleuses de votre dossier. Les sociétés émettrices de cartes ouvrent une enquête contre Marcus. » C'était le début de la tempête que j'avais méticuleusement orchestrée. Bientôt, Marcus comprendrait exactement à qui il avait affaire, et que je n'étais pas la femme naïve et manipulable qu'il croyait. Le lendemain matin, mon téléphone portable vibra d'une notification bancaire. Marcus avait tenté d'effectuer un virement à partir de notre ancien compte commun, aujourd'hui pratiquement vide, et avait reçu un refus pour insuffisance de fonds. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui, qui appelait du cabinet médical où il faisait de la kinésithérapie. « La carte a été refusée », a-t-il dit, paniqué. « Que arrive-t-il à notre argent ?» J'ai pris une grande inspiration. Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. « Je pense qu'il faut qu'on parle quand tu rentreras à la maison », ai-je répondu calmement. « Non, il faut qu'on en parle maintenant. Mes parents attendent 2000 $ pour payer leur hypothèque. » Hypothèque. Ils ont toujours dit que la maison était payée. Est-ce encore un mensonge? Que entendez-vous par « hypothèque » demandai-je en gardant le contrôle de ma voix malgré le choc. Tes parents ont toujours dit que la maison était payée. Silence à l'autre bout du fil. Marcus? Écoutez, ils ont juste besoin d'un peu d'aide. Depuis combien de temps leur envoyez-vous de l'argent pour un prêt hypothécaire qu'ils prétendent inexistant? Un autre silence. Puis, 2 ans. Mon corps s'est refroidi. 2 ans. Pendant la période la plus difficile de notre vie, alors que je travaillais jusqu'à l'épuisement, alors que nos propres dettes augmentaient, il remboursait secrètement l'hypothèque de ses parents. Je serai à la maison dans 1 heure, a dit Marcus en raccrochant brusquement. J'ai mis cette heure à profit pour me préparer. J'ai organisé tous les documents que Rachel m'avait aidé à rassembler, les relevés bancaires, les relevés de virement, les formulaires de cartes de crédit frauduleuses, la proposition de séparation financière préparée par Alex et l'avis d'enquête sur les fraudes qui allait bientôt commencer. Lorsque Marcus est arrivé, j'ai tout posé sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il avec hésitation. « C'est un relevé de chaque centime que tu as transféré à tes parents au cours des 4 dernières années. Un total de 37 842 $. Ses yeux s'écarquillent. « Vous ne comprenez pas. Et ça, poursuivis-je en montrant un autre document, ce sont les 3 cartes de crédit que tu as ouvertes à mon nom à mon insu. 15 750 $ de dettes que tu m'as cachées. » Marcus pâlit. Nous avions besoin d'argent. Non, tes parents avaient besoin d'argent. Il y avait une différence. Et tu as imité ma signature pour l'obtenir. Sarah, s'il te plaît. Je sépare nos finances à partir d'aujourd'hui, ai-je déclaré en lui présentant la proposition de séparation financière préparée par Alex. Je paierai la moitié des factures et j'achèterai la nourriture. Le reste de mon salaire est à moi. Marcus s'emporte, le visage rouge de colère. Tu n'as pas le droit de faire ça. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Pas quand tu commets une fraude d'identité. C'est un délit, Marcus. Tu bluffes, dis-je en croisant les bras. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré l'email que je venais de recevoir. Il provenait de la division des crimes financiers de la police locale et confirmait ma plainte formelle contre Marcus pour usurpation d'identité. Les sociétés de cartes de crédit enquêtent. J'ai 2 options. Les laissez-vous poursuivre au pénal ou signer ce document acceptant la séparation financière et vous engager à rembourser les dettes que vous avez créées. Le visage de Marcus passe du rouge au blanc en quelques secondes. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. À ce moment-là, son téléphone sonne. C'était Richard, son père. Marcus décroche en tremblant et met le haut-parleur sans s'en rendre compte. Marcus. Qu'est-ce qui se passe? L'argent n'est pas arrivé et la banque menace de faire une saisie. Tu avais dit que tu t'en occuperais aujourd'hui. Papa, j'ai un problème. Quel problème pourrait être plus important que notre maison? Tu l'as promis. Après tout ce qu'on a fait quand tu étais malade. J'ai décroché le téléphone. Bonjour, Richard. C'est Sarah. Sarah. Sa voix s'est instantanément transformée en un ton doux. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, merci.
Je voulais juste te dire qu'il n'y aura plus de transfert d'argent. Ce que tu as reçu toutes ces années est le fruit de mon travail, et c'est terminé. Écoutez-moi, jeune fille. Non, vous allez m'écouter. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour garder notre toit au-dessus de nos têtes, tu utilisais notre argent pour rénover des cuisines, acheter des systèmes d'irrigation et, apparemment, rembourser une hypothèque qui, selon toi, n'existait pas. Marcus. Contrôlez votre femme. Marcus avait l'air d'un animal acculé. Papa, Oh, il ne peut plus me contrôler, ai-je répondu calmement. Tout comme il ne peut plus contrôler mes finances. Et d'ailleurs, nous avons des traces de tous les prêts que tu as reçus et que tu n'as jamais remboursés. Si vous voulez aller plus loin, je serai heureux d'en discuter avec le fisc, car j'imagine que ces cadeaux n'ont jamais été déclarés par vous. Richard raccroche sans dire un mot de plus. Marcus s'effondre sur une chaise, vaincu. Tu nous as ruinés. Non, Marcus. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste cessé d'être complice. Au cours des semaines suivantes, la réalité de la nouvelle dynamique financière s'est imposée. Marcus a signé l'accord à contre-cœur, évitant ainsi des poursuites pénales. Il a dû appeler ses parents et leur expliquer que l'argent s'était définitivement tari. Gwen a essayé de m'appeler plusieurs fois. Lorsque j'ai finalement décroché, elle pleurait. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes une famille. La famille n'exploite pas la famille, Gwen. Vous n'êtes pas mes victimes, vous êtes les conséquences de vos propres choix. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel surprenant. C'était la banque qui détenait l'hypothèque de mes beaux-parents. Madame Henderson? C'est Brian de la First National Bank. Nous croyons savoir que vous envisagez de prendre en charge les versements hypothécaires de Monsieur Richard et de Madame Gwen Miller. J'étais choquée. Je vous demande pardon? Je n'ai jamais dit cela. Il y a eu une pause. Oh. Je vois. Ils nous ont informé que vous alliez les contacter pour discuter d'un refinancement en votre nom. Je me suis mis à rire, incrédule. Non, absolument pas. Et je vous remercie de me l'avoir fait savoir. Lorsque j'ai interrogé Marcus à ce sujet, il s'est contenté de secouer la tête. Ils sont désespérés. Et ça ne te dit rien? Ils étaient prêts à t'endetter encore plus, cette fois avec une hypothèque entière. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Marcus. Une petite étincelle de compréhension. Sarah, dit-il lentement, combien d'argent leur avons-nous donné pendant toutes ces années? Je lui ai montré la feuille de calcul détaillée que j'avais créée. Près de 38 000 $ en transfert direct, plus les 15 750 $ provenant des cartes frauduleuses, sans compter les prêts antérieurs que nous n'avons jamais correctement documentés. Plus de 50 000 $, ai-je marmonné. De quoi payer notre voiture, rembourser nos dettes et disposer d'un fonds d'urgence décent. Marcus a regardé la feuille de calcul pendant un long moment. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est mis à pleurer. Je n'aurais jamais cru voir Marcus pleurer comme ça, ai-je pensé en voyant mon mari affronter enfin la vérité sur ses parents. Ils m'ont manipulé pendant tout ce temps, murmure-t-il en feuilletant les documents qui prouvent des années d'exploitation financière. Ils nous ont manipulés tous les deux, ai-je corrigé gentiment. La différence, c'est que j'ai décidé d'arrêter le cycle. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai assisté à une transformation de Marcus à laquelle je ne me serais jamais attendu. Il a complètement coupé les ponts financiers avec ses parents, bloquant leur numéro après un dernier appel catastrophique au cours duquel Richard a menacé de le déshériter, s'il ne continuait pas les paiements. Une menace vide de sens, étant donné qu'ils étaient probablement plus endettés que nous. Ils ont menacé de dire à la famille que j'avais abandonné mes parents malades, dit Marcus, avec une nouvelle lueur de détermination dans les yeux. J'ai répondu qu'ils avaient ma permission de dire toute la vérité, y compris comment ils avaient dépensé 50 000 $ de notre argent alors que nous étions endettés. Richard et Gwen ont tenté un dernier coup désespéré. Ils se sont présentés à notre porte un dimanche, en pleurant et en suppliant. Gwen a serré Marcus dans ses bras en sanglotant qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide pour traverser cette période difficile. À ma grande surprise, Marcus s'est gentiment dégagé. Cela fait 4 ans que tu dis cela. La réponse est non. Ils se sont tournés vers moi, les visages déformés. C'est ta faute. Tu as empoisonné notre fils contre nous. Marcus intervient. Non, vous l'avez fait tout seul. Sarah a essayé de m'avertir pendant des années. Je n'ai pas voulu le voir. Lorsqu'ils sont partis en menaçant de ne plus jamais nous contacter, Marcus m'a tenu la main.
Je pense que nous devons aller au-delà de la séparation financière. J'ai besoin d'aide. Au cours des mois qui ont suivi, Marcus a rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant subi des manipulations parentales et a entamé une thérapie. Je me suis renseignée sur les enfants parentifiés, c'est-à-dire les enfants contraints d'assumer prématurément des responsabilités d'adultes, comme celle de soutenir financièrement leurs propres parents. Le processus de rétablissement de notre mariage a été lent. La séparation financière n'a pas disparu, mais Marcus a mis un point d'honneur à placer chaque centime de ses allocations dans un fonds destiné à rembourser les dettes des cartes qu'il avait frauduleusement ouvertes. Ce n'est pas ta responsabilité, ai-je fait valoir. Si, c'est vrai. C'est moi qui ai créé ce problème. 6 mois plus tard, Alex, notre avocat, nous a appelés pour nous annoncer une nouvelle surprenante. Tu ne vas pas le croire. Richard et Gwen ont vendu la maison. Quoi? Demande Marcus, confus. Ils l'ont mise en vente à un prix bien inférieur à la valeur du marché et ont accepté la première offre. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont immédiatement acheté une propriété beaucoup plus chère sur la côte. Marcus secoue la tête, incrédule. Comment ont-ils pu acheter quelque chose de plus cher s'ils pouvaient à peine payer l'hypothèque? La réponse est venue 2 semaines plus tard, lorsque nous avons reçu une citation à comparaître. Les parents de Marcus nous poursuivaient pour « promesses financières non tenues », affirmant que nous nous étions engagés à rembourser définitivement leur prêt hypothécaire. J'ai regardé Marcus, inquiète de sa réaction. À ma grande surprise, il a ri. Il pense vraiment que je n'ai pas de preuve des transferts? Qu'il s'agissait de « prêts » qu'ils n'ont jamais remboursés? Pense-t-il qu'un juge va les croire? Rachel, notre conseillère financière, était encore plus confiante. C'est parfait. Maintenant, vous pouvez déposer une demande reconventionnelle pour tout l'argent qui a été emprunté et qui n'a jamais été rendu. L'affaire n'a même pas été jugée. Leur avocat a abandonné l'affaire après avoir pris connaissance de nos preuves et ils ont retiré leur plainte. 1 an après ma décision de séparer nos finances, notre vie s'est transformée. Nous avions remboursé 70% de nos dettes. Marcus a trouvé un emploi à distance compatible avec son état de santé, ce qui nous a permis d'augmenter nos revenus. Nous avons commencé à épargner pour acheter notre propre maison. Quant à Richard et Gwen, nous avons appris par des proches qu'ils avaient perdu leur nouvelle maison sur la plage après seulement 3 mois, incapables d'effectuer les paiements. Apparemment, ils espéraient que le procès intenté contre nous financerait leur nouveau mode de vie. Vous savez ce qui est drôle? A dit Marcus un soir, alors que nous étions en train de dîner. Ils croyaient vraiment que je ne les abandonnerais jamais financièrement, même s'ils me maltraitaient. C'est presque triste. Je lui ai répondu, certains confondent l'amour et l'exploitation, ils ne se rendent pas compte que l'amour véritable comprend des limites saines. Le jour de l'anniversaire de notre séparation financière, Marcus m'a fait la surprise de m'offrir une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Il suffit de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une clé. C'est symbolique, m'a-t-il expliqué. C'est la clé de notre avenir. J'ai réussi à économiser suffisamment pour payer l'acompte de cette petite maison que tu aimais. Les larmes me montent aux yeux. Comment as-tu fait sans que je le sache? J'ai fait des heures supplémentaires en travaillant à distance et j'ai vendu du matériel que je n'utilisais plus. Le tout déposé sur un compte séparé. Il sourit. J'ai appris des meilleurs. Notre histoire n'est pas une histoire de vengeance, mais de libération. Pas seulement une libération financière, mais aussi une libération émotionnelle. Marcus avait besoin de se libérer d'un cycle toxique de manipulation parentale, et j'avais besoin de me libérer du rôle de victime silencieuse. Aujourd'hui, nous avons à nouveau des comptes communs, par choix et non par obligation. Chaque transfert est discuté, chaque décision financière est partagée. La confiance que nous avons rétablie est notre plus grand atout. En fin de compte, je n'ai pas eu à choisir entre mon mariage et ma sécurité financière. Il m'a suffi de fixer des limites claires et infranchissables. Et Marcus a dû choisir. Continuer à être le fils exploité financièrement ou être le partenaire que notre mariage méritait. Il a fait le bon choix. Pour tous ceux qui sont pris au piège d'une relation où leurs finances sont ponctionnées sans leur consentement, que ce soit par un partenaire, la famille ou des amis, rappelez-vous, fixer des limites financières n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'autopréservation. Parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de refuser d'être sa victime. Si vous avez aimé cette histoire de transformation financière et que vous voulez plus d'informations sur la manière de fixer des limites saines dans les relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Partagez dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous êtes en train de le vivre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que la protection de vos finances est la première étape de la protection de votre avenir.